Les nouvelles technologies nous ont rendus transparents. Internet sait tout. Où nous étions, où nous allons, ce que nous achetons. Nos préférences sexuelles, nos relations, nos opinions politiques s'affichent sur la toile. Et nos sentiments, peuvent-ils aussi être décodés? Des scientifiques s'intéressent de près à la question. Ils tentent de mettre au point des outils capables d'analyser les expressions de notre visage, notre façon de parler, nos émotions. Et de cette façon, nous parviendrons à mesurer les sentiments. Pour trouver le grand amour, beaucoup d'entre nous s'en remettent aujourd'hui à des applications et des algorithmes. Des lunettes intelligentes permettront-elles un jour d'analyser les sentiments de l'autre? Que ferons-nous si nous disposons un jour de ce type de technologie? C'est une question cruciale. Des psychologues américains ont conçu des avatars capables d'interagir avec de vraies personnes et d'analyser leurs réactions. Nous cherchons à créer des visages virtuels suffisamment réalistes pour que nous puissions nous connecter à eux émotionnellement. L'intelligence artificielle sera-t-elle un nouveau vecteur pour nos émotions? Nous fierons-nous demain plus à des robots qu'à notre propre intuition? Le journaliste scientifique Ulrich Schnabel a analysé de quelle façon le monde virtuel décrypte notre univers émotionnel. Los Angeles, une ville à la pointe de la recherche en matière de psychologie virtuelle. Nous y rencontrons le psychologue Skip Rizzo et son patient Chris Merkel, un vétéran de guerre souffrant de stress post-traumatique. Si elle semble relever de la science-fiction, une idée est actuellement à l'étude. Faire dialoguer les anciens combattants avec des avatars informatiques capables de simuler l'empathie. Mais Chris est-il prêt à se confier à une machine? Engagé dans l'armée à l'âge de 17 ans, l'ancien marine a effectué plusieurs missions en Irak et en Afghanistan. Il est difficile de raconter la guerre à quelqu'un qui ne l'a pas vécue. C'est quelque chose de très intime. La plupart de ceux qui l'ont faite n'en parlent pas. Et ceux qui ne l'ont pas faite en parlent à longueur de temps. C'est très dur de mettre des mots sur une expérience qui a bouleversé votre vie et d'en parler à quelqu'un qui n'a pas été sur le terrain, qui ne s'est pas fait tirer dessus et qui n'a pas eu non plus à tirer sur quelqu'un. C'est pour ça qu'il est extrêmement difficile d'en parler. Les anciens combattants craignent l'image que les gens auront d'eux. Quand on a vraiment dû se battre, ce n'est pas quelque chose dont on a envie de se vanter. Première séance d'essai avec Ellie, une thérapeute virtuelle. Bonjour, je m'appelle Ellie. Merci d'être venue. J'ai été créée pour que les gens puissent me parler dans un environnement sûr et serein. Je ne suis pas une thérapeute, mais je suis là pour apprendre à connaître les gens. Et j'aimerais apprendre à vous connaître. Je vais commencer par quelques questions. Exprimez-vous librement. Vos réponses resteront confidentielles. Bien. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va. Quelle était votre matière préférée à l'école? L'histoire, en particulier la période des grandes découvertes. Vous considérez-vous plutôt comme quelqu'un d'ouvert ou de timide? Ça peut paraître étrange, mais un peu des deux. Je suis de nature timide, mais j'essaie d'y remédier en allant au contact des gens. Dites-moi quelle est la décision la plus difficile que vous ayez prise. Nous venions de nous faire bombarder et nous devions décider comment nous allions riposter. Ça a été la décision la plus difficile à prendre.
Avez-vous des regrets? Avoir tué quelqu'un, c'est certainement quelque chose que je regrette. Y a-t-il quelque chose ou un événement que vous aimeriez effacer de votre mémoire? Oui, des choses que j'ai vécues au front. Certains de mes amis ont été blessés ou tués. Je voudrais pouvoir l'oublier. En fait, ça a été un peu plus facile de parler à Ellie. C'était très froid, très clinique. Elle a l'apparence d'une personne normale, mais elle n'offre pas d'échappatoire si on n'a pas envie de parler. Avec un vrai thérapeute, c'est différent. S'il voit qu'on hésite ou qu'on est gêné par une question, il ne va pas insister. Il va offrir une porte de sortie en disant par exemple qu'on peut en reparler la prochaine fois. Alors qu'avec Ellie, les questions étaient très directes. Ok, pourquoi avez-vous fait ceci ou cela? Et je me sentais obligé d'y répondre. Je lui en ai plus dit en 30 minutes que pendant toutes mes autres séances. Ça a vraiment bien fonctionné. Ellie n'est pas censée remplacer un vrai psychologue. Mais si aucun thérapeute n'est disponible en situation d'urgence, elle peut offrir une première aide. Le logiciel enregistre la posture, l'expression du visage et l'intonation de la voix du patient, afin qu'Ellie puisse adapter son langage corporel et ainsi créer une impression d'empathie. Les signaux non-verbaux, tels que la direction du regard ou la fréquence des sourires, sont également analysés afin d'approfondir les connaissances des psychologues sur l'état du patient. C'est un travail difficile dans la mesure où chaque individu a son propre langage corporel. Je parle beaucoup avec mes mains, par exemple, alors que d'autres n'en ont pas besoin. Notre étude porte sur un groupe d'individus en état de souffrance psychique. Et ce que nous essayons d'identifier, ce sont les signes typiques qui caractérisent ces personnes. Notre objectif étant ensuite d'utiliser ces signes comme marqueurs. Nous ne tenons pas compte des caractéristiques particulières de chacun, mais plutôt des expressions faciales typiques, du langage des mains, de la façon de parler. Ce dernier facteur est très important. On trouve de nombreuses informations dans les variations de la voix ou dans la façon dont une personne insiste sur certains mots. Donc tous ces éléments sont analysés. Mais il faut étudier de très nombreux cas avant de pouvoir dire que tel ou tel élément est caractéristique d'une personne en souffrance psychique. Marcel Schneider vit en Allemagne. Il a 24 ans et fait de son smartphone un compagnon du quotidien. Bien que rompu aux nouvelles technologies, le jeune homme accepterait-il de confier ses sentiments les plus intimes à un avatar? En fait, nous en disons sur nous-mêmes déjà bien plus que nous le pensons, en surfant en moyenne 40 heures par semaine sur Internet. Les réseaux sociaux nous relient à nos amis à l'autre bout de la planète. Nous likons ce qui nous intéresse. Mais comment ces informations sont-elles traitées? Des nouvelles du monde entier nous parviennent presque en temps réel. À peine mises en ligne, les vidéos sont aussitôt vues et commentées des milliers de fois. Presque dans le même temps, des outils d'analyse de données textuelles décryptent les flux d'informations. À partir de mots-clés, ils révèlent leur contenu émotionnel et permettent de suivre l'évolution de l'opinion sur le web. Nous regardons notre smartphone jusqu'à 150 fois par jour. Mais dans le futur, c'est peut-être bien lui qui nous regardera. Une nouvelle technique de reconnaissance faciale est d'ores et déjà capable d'identifier et de différencier les individus. Des chercheurs tentent de combiner cette technologie avec des logiciels permettant d'analyser d'une part les expressions du visage et d'autre part les flux de données provenant des réseaux sociaux.
Nos émotions et nos relations pourraient ainsi être décryptées et mises à jour. Le micro enregistre l'intonation de la voix et le rythme de l'élocution. À partir de l'expression faciale et des signes non verbaux, le programme détermine si un individu est triste, joyeux ou en colère. Le journaliste scientifique Ulrich Schnabel a analysé le pouvoir de nos émotions au sein de l'univers numérique. Comment un ordinateur peut-il décoder nos sentiments? Comment les algorithmes influent-ils sur notre ressenti? À qui profite l'analyse de nos émotions? Pourquoi nos sentiments sont-ils devenus un bien si convoité? Les sentiments sont nos systèmes de navigation. Ils nous guident dans notre vie. Ils traduisent ce que nous trouvons agréable ou désagréable, ce qui nous attire ou nous rebute. Et celui qui est capable de diriger ses sentiments a un pouvoir considérable. Boston. Au laboratoire des médias du MIT, l'Institut de technologie du Massachusetts, des scientifiques conçoivent des objets connectés au service de notre bien-être. Pionnière dans le domaine de l'informatique dite affective, la chercheuse Rosaline Picard propose une nouvelle approche dans l'étude des émotions. La plupart des recherches effectuées sur les émotions se sont jusqu'à présent déroulées en laboratoire. On fait asseoir les gens à une table, on leur donne du papier et un crayon, et on leur demande par exemple ce que leur évoque telle ou telle expression sur un visage, ou bien telle image de serpent. Mais nous avons constaté que lorsque nous étudions les émotions en conditions réelles, lorsque nous observons les gens dans la vraie vie, au lieu de les faire venir en laboratoire, nous découvrons des choses auxquelles nous n'aurions même pas pensé. Les chercheurs ont conçu des lunettes intelligentes capables de décoder nos émotions en temps réel. Un bracelet muni de capteurs enregistre la quantité de sueur sécrétée par la peau afin d'évaluer notre degré de nervosité. Des capteurs intégrés aux lunettes permettent également d'évaluer le niveau de stress. Mais que mesurent exactement tous ces appareils? Natasha Jack et Javier Hernandez ont décidé de les tester eux-mêmes afin de mieux comprendre leurs propres émotions. Leurs lunettes sont équipées d'un gyroscope, sorte de capteur de mouvement. On a appelé ces lunettes BioGlass. Ce sont des Google Glass munis de capteurs capables de détecter les moindres mouvements du corps, tels que les battements du cœur ou la respiration. Voici comment nous modélisons les pulsations cardiaques. Le tracé du haut représente les données du gyroscope en temps réel. Il détecte les mouvements de rotation de la tête. Ici, le niveau de stress est évalué grâce à des données physiologiques. À la différence d'un être humain doué d'empathie, l'appareil mesure les émotions par des algorithmes. Équipés de ces lunettes et d'une caméra, les étudiants du MIT se sont prêtés à des tests en conditions réelles. Un électrocardiogramme de longue durée permet d'identifier les situations entraînant une élévation du niveau de stress. Des situations dont nous ignorons le plus souvent les effets. L'intérêt de ces technologies, c'est qu'elles permettent d'effectuer des mesures dans la durée. Et parfois, cela peut permettre de se rendre compte que des personnes qui, en apparence, ont l'air de bien aller sur le plan psychique, ne vont en réalité pas si bien que ça. Avec ces applications, nous serons peut-être capables de détecter les signes avant-coureurs d'un mal-être, avant même que la personne ne devienne vulnérable et ne tombe dans une grave dépression.
Nous sommes nombreux aujourd'hui à contrôler la qualité de notre sommeil par objets connectés. Les données que nous collectons pourraient devenir une source d'informations précieuses pour les caisses d'assurance maladie et les employeurs. Ce bracelet de fitness enregistre les mouvements effectués durant le sommeil. Les mesures permettent de distinguer les phases de sommeil profond des phases de rêve et d'éveil. Mais est-ce que nous dormons aussi bien lorsque nous nous savons surveiller? Les rapports médicaux le confirment. Les appareils d'automesure altèrent encore plus le sommeil des mauvais dormeurs. Si nous nous sentons déprimés, c'est peut-être justement à cause du fait que nous sommes en permanence sous contrôle. La relation à l'autre est ce qu'il y a de plus important pour un être humain. Et lorsque notre relation à autrui se réduit uniquement à celle que nous entretenons avec notre smartphone ou notre ordinateur, il nous manque quelque chose d'essentiel. L'un des plus grands maux de notre temps, c'est le sentiment de solitude. Et celui-ci est renforcé par ce type d'application. Focalisés sur nous-mêmes, nous cherchons sans cesse à accroître nos performances. Près de 80 000 applications permettant de booster notre condition physique et mentale sont aujourd'hui disponibles sur le marché mondial. Nous ne nous définissons plus seulement par notre personnalité, mais aussi par des données chiffrées. Nous nous mettons en scène et partageons nos émotions par selfie interposé. Un phénomène aujourd'hui planétaire. Près d'1 million de selfies sont postés chaque jour sur Internet. « 100 millions d'utilisateurs, un chiffre en constante progression. Nous créons notre propre vitrine digitale en nous montrant sous un jour flatteur. Les adolescents consacrent chaque semaine plusieurs heures à parfaire leur image virtuelle. Sensuels, drôles, cool, les autoportraits qui inondent la toile nous montrent sous nos facettes les plus avantageuses. Plateforme de la mise en scène de soi, les réseaux sociaux nous invitent à liker une personne ou un événement pour créer des liens virtuels. Ces communautés tissées sur Internet ont remplacé l'échange direct. Des milliards d'algorithmes filtrent et analysent les données qui rassemblent nos humeurs et centres d'intérêt. Likes, émoticônes, nombre de clics sur une page Internet. Pour mettre en évidence l'influence des réseaux sociaux sur nos sentiments, des chercheurs ont manipulé le profil de 700 000 utilisateurs Facebook en ajoutant pour les uns plus de commentaires positifs et pour les autres plus de commentaires négatifs. Ils ont rapidement constaté que les commentaires positifs généraient plus de commentaires positifs et inversement. Dans ce cas, la manipulation a été sans conséquence, mais cela montre avec quelle facilité on peut influencer une opinion. L'équipe de Rosaline Picard a réalisé une expérience en proposant une installation vidéo sur le campus du MIT à Boston. Au moyen de 5 caméras, les scientifiques ont filmé les passants et traduit l'expression de leur visage en émoticônes. Ludique, le dispositif est censé agir positivement sur l'humeur. Nous avons ici un baromètre de l'humeur. L'objectif de ce dispositif, c'est de faire sourire les gens. Il est équipé d'une caméra qui détecte en temps réel le sourire d'une personne, comme maintenant, et l'intensité de son sourire. On peut par exemple installer ce dispositif dans une chambre d'hôpital. C'est une bonne façon de faire sourire le patient et d'évaluer son état émotionnel. Si je fais un large sourire, on voit le baromètre qui grimpe.
Mais la quête du bien-être maximal peut-elle aussi être facteur de stress? Vous avez le moral en berne? Des applications seront peut-être bientôt capables de détecter votre baisse d'humeur et de vous proposer tout un arsenal de solutions adaptées. Comment mieux apprécier les moments positifs de la journée lorsque l'on est soumis au stress ou astreint à des tâches répétitives? Une solution, le Smile Tracker. Une caméra intégrée à l'ordinateur photographie l'utilisateur lorsqu'il sourit et transfère automatiquement l'image sur un site web. Un système qui pourrait par exemple réduire le niveau de stress dans les centres d'appel. Nous avons eu l'idée de ce site parce que de nombreuses études en psychologie positive montrent que si l'on revoit les moments positifs que l'on a vécus dans la journée, on se sent plus heureux et moins déprimé. Ce site permet donc de collecter automatiquement tous ces moments et de les revoir. Au cours de notre évolution, nous avons acquis la faculté de ressentir. Nos sentiments et nos intuitions fonctionnent comme des systèmes d'alerte et guident nos actes spontanément. En moins d'une seconde, nous sommes capables d'identifier une personne de confiance ou l'imminence d'un danger. Une faculté essentielle à notre survie. Mais nous sommes aujourd'hui soumis à un flot ininterrompu de stimulation émotionnelle. Comment y faire face? Selon certains scientifiques, la technologie elle-même pourrait nous y aider. Leur hypothèse, les informations qui nous parviennent en continu altèrent notre rapport à la réalité et notre échelle de valeur, ce qui est proche ou loin de nous par exemple, ou bien ce qui est vital ou insignifiant. Si nous ne pouvons plus nous fier à notre ressenti, à nos intuitions, devrons-nous demain nous en remettre à des algorithmes ? Mesurer les émotions. L'idée est vieille de plus d'un siècle. En 1924, des chercheurs américains mettent au point le polygraphe, le premier détecteur de mensonges. Il mesure la tension artérielle, les fréquences cardiaques et respiratoires et l'activité électrique à la surface de la peau. No. San Francisco. C'est ici que vit le pionnier de la reconnaissance émotionnelle moderne. Depuis le 11 septembre 2001, c'est avec ces méthodes que sont formés les services de sécurité américains. L'éminent psychologue Paul Ekman. L'homme serait capable de détecter n'importe quel mensonge ou émotion à partir des mouvements des muscles faciaux de son interlocuteur. C'est difficile à imaginer, mais il y a encore 40 ans, on ne disposait d'aucun outil permettant de déchiffrer les expressions du visage. Il y avait eu beaucoup de tentatives, mais tout avait échoué. Il nous a fallu 8 ans pour mettre au point notre système de codage qui a été publié en 1978. Aujourd'hui encore, c'est un outil de référence. C'est comme un dictionnaire. C'est un système qui permet de décomposer les mouvements du visage en plusieurs éléments. Paul Ekman s'est entraîné à faire bouger volontairement chacun des 43 muscles du visage et à produire une infinie variété d'expressions faciales. Son système de codage décrit plus de 10 000 expressions qu'il décompose en unités d'action. Celles-ci correspondent aux mouvements isolés d'un ou de plusieurs muscles faciaux. Aujourd'hui encore, presque tous les programmes informatiques permettant de déchiffrer les émotions sont basés sur les travaux d'Ekman. La scientifique Rana Al-Kalioubi est la nouvelle figure de la reconnaissance émotionnelle. La voici avec son fils Adam.
Qu'un ordinateur soit capable de décoder ces expressions n'a pour le jeune garçon rien de surprenant. Enfants et adolescents échangent aujourd'hui en permanence SMS et émoticônes par écran interposé. Pour Rana Al-Kalioubi, cette forme de communication n'en est qu'à ses débuts. Mais nous permet-elle encore d'exprimer nos émotions? Pour prévenir le risque d'une communication aseptisée, la scientifique a conçu un programme capable de reconnaître nos expressions faciales en temps réel. Dans la communication humaine, le visage est le plus puissant vecteur d'émotions. Il peut exprimer la joie, la surprise, la curiosité, l'empathie. Notre visage dispose de plusieurs unités d'action qui, combinées entre elles, forment telle ou telle expression faciale. Par exemple, l'unité d'action numéro 12 est l'étirement du coin des lèvres. C'est l'une des principales composantes du sourire. L'abaissement et le rapprochement des sourcils est l'unité d'action numéro 4. Quand on actionne le muscle sourcilier, cela forme des petites rides sur le front qui traduisent par exemple la confusion ou l'aversion. Et ce que nous avons conçu, c'est un algorithme capable d'identifier ces unités d'action et de les combiner pour déterminer un état émotionnel. La scientifique et un collègue testent la finesse d'interprétation du logiciel. Le programme est ici capable de distinguer un sourire franc d'un sourire narquois et d'identifier le contenu émotionnel de chaque expression. Le système détecte la moindre mimique, aussi furtive soit-elle. Pour concevoir ce logiciel très performant, les scientifiques ont étudié une infinie variété de visages. Il s'agit de la plus grande mine de données sur les émotions collectées à ce jour dans le monde. Elle contient les visages de plus de 3 millions d'individus de 75 nationalités différentes. Notre base de données peut fournir au programme des exemples de visages, d'âge, de genre et de caractères ethniques extrêmement différents. Pour alimenter la base de données, l'équipe de Rana Al-Kalioubi a demandé à des personnes de visionner des spots publicitaires en ligne et de se filmer par webcam. Une opération pour le moins rentable. Joie, étonnement, curiosité, ennui. Le programme interprète en temps réel chaque expression faciale, permettant ainsi aux publicitaires de mesurer l'impact émotionnel de leur spot. Ce type d'analyse attire bien évidemment les publicitaires, car elle leur permet de décrypter nos émotions et de les manipuler. Il est très facile d'influencer quelqu'un sur ce plan, car les émotions ne sont pas rationnelles. Les concepteurs de ces programmes travaillent en majorité avec les publicitaires. Ils essaient de concevoir des campagnes de publicité de plus en plus émotionnelles, qui nous incitent à acheter tel ou tel produit. Nous poursuivons notre enquête à Berlin. C'est ici que travaille le psychologue André Weinreich. Sa jeune start-up propose une analyse encore plus poussée de divers supports de communication. Bande-annonces, spots publicitaires ou campagnes électorales. Il s'agit ici de mesurer l'activité électrique de la peau. Celle-ci indique ce qui éveille notre intérêt et retient notre attention. Des électrodes enregistrent les mouvements des muscles faciaux. Lorsqu'une chose nous plaît, les muscles zygomatiques se relèvent. Face à une stimulation négative, notre front se contracte. Le plus souvent, sans même que nous en ayons conscience. Ces réactions musculaires se produisent spontanément. Elles précèdent notre pensée et traduisent nos émotions. Une réaction émotionnelle n'est pas toujours visible. Cependant, toutes les réactions émotionnelles s'accompagnent d'infimes contractions musculaires. Mais elles sont parfois si minimes qu'on ne les perçoit pas à l'œil nu.
C'est pour cela qu'on recourt à l'électromyographie. Cette technique permet de déceler ces infimes contractions musculaires et de les mesurer. Et c'est comme ça que nous pouvons mesurer les sentiments. Grâce à ces données, les psychologues sont capables de modéliser seconde par seconde la réponse émotionnelle à un spot publicitaire. La technique du eye tracking permet d'enregistrer les mouvements oculaires d'une personne et l'endroit où se pose son regard. À partir de courbes, les scientifiques visualisent ce qui éveille son intérêt et stimule son activité cérébrale. Pour autant, la formule de la publicité parfaite n'a pas encore été trouvée. L'ordinateur indique par des couleurs si une image nous touche ou nous laisse indifférents. Mais il ne sait pas dire pourquoi. Il existe une différence capitale entre nous et les ordinateurs dans notre façon de reconnaître les émotions. Une machine analyse les émotions de façon neutre et objective. Elle va observer le mouvement des muscles faciaux et obtenir un résultat. Nous, les humains, nous nous identifions aux émotions d'autrui. Nous savons interpréter l'émotion de quelqu'un parce que nous sommes dans une interaction émotionnelle et que nous éprouvons de l'empathie. Un rire nous procure de la joie, un visage triste de la tristesse. C'est cet échange émotionnel qui nous distingue en tant qu'être humain. Les nouvelles technologies ont-elles déshumanisé les échanges? Que se passe-t-il au juste lorsque nous nous trouvons directement en présence de l'autre? Nous nous accordons au moyen de subtiles vibrations. Nous agissons comme miroir de l'autre et ressentons intuitivement son état émotionnel. Pour tomber amoureux, nombreux sont ceux qui désormais s'en remettent aux oracles du web. Les sites de rencontres qui ont fleuri sur la toile promettent de trouver pour chacun le partenaire idéal. Avant même de se rencontrer, on s'assure que tout concorde. Loisirs, niveau de formation, projet de famille. Fini les rendez-vous romantiques où l'on a tout à découvrir de l'autre. La quête du partenaire idéal sur Internet est en plein boom. Toujours plus spécialisés, certains sites de rencontres enregistrent plus de 100 millions de membres. Pour s'assurer un maximum de gains, ces sites cherchent à fidéliser le plus longtemps possible leurs utilisateurs. Celui qui trouve l'amour est un client perdu. Quel impact ces sites ont-ils sur notre vie relationnelle? Les rencontres en ligne font de nous des objets. Et même pire, des produits de consommation. Nous essayons de nous présenter sous notre meilleur jour. Nous nous exposons tel un produit dans un rayon de supermarché. La conséquence, c'est un nombre infini de possibilités qui s'offrent à nous. Nous sommes un produit parmi quantité d'autres. Et les autres sont des produits parmi quantité d'autres. Il devient alors très difficile de faire un choix. Et même lorsqu'on choisit un produit, on se dit qu'on en rate peut-être un autre qui serait encore mieux. Certaines études montrent que les rencontres amoureuses faites par l'intermédiaire d'un site web dureraient moins longtemps mais qu'elles seraient plus heureuses. En tout cas, pour savoir si on se plaît vraiment, un seul moyen: se rencontrer en vrai. Lorsque deux personnes se rencontrent, il ne leur faut que quelques secondes pour se faire une impression. Et lorsqu'elles tombent amoureuses, un étonnant phénomène se produit. Leur rythme cardiaque se synchronise. Pour entrer en interaction émotionnelle, nous adaptons le ton de notre voix, notre langage corporel et ajustons nos fréquences cardiaques et respiratoires. Nous sommes doués d'empathie. Mais cette faculté propre à l'être humain est-elle transposable sur un être virtuel? Retour à Los Angeles. Ici, l'industrie du film et la science travaillent main dans la main pour créer des êtres virtuels. Un spécialiste du genre, l'Institut des technologies créatives de Californie.
Les chercheurs ont mis au point un système appelé Light Stage X. Ce dôme constellé de caméras et de lumière à LED permet d'obtenir la copie virtuelle parfaite d'un individu. Plusieurs stars d'Hollywood se sont déjà prêtées au jeu. Placé au centre de l'installation, le sujet est photographié en rafale sous différents angles et éclairages. Le système capture jusqu'à 60 expressions faciales, mouvements de bouche et mouvements oculaires. À partir des photos, les scientifiques reconstituent le visage pour obtenir un modèle en 3 dimensions. Celui-ci révèle chaque détail jusqu'au moindre pore de la peau. Avec l'ensemble de ces données, l'algorithme génère un clone virtuel capable de reproduire les expressions faciales d'un être humain. Le principal défi consiste à rendre ces avatars aussi vrais que nature. Pour gommer leur aspect androïde, les scientifiques fournissent à l'algorithme de très nombreux modèles d'expression faciale. Comment un être humain exprime-t-il l'embarras, l'intérêt, la méchanceté ou la jalousie? Le clone est une copie conforme de l'original. Nous cherchons à créer des visages virtuels suffisamment réalistes pour que nous puissions nous connecter à eux émotionnellement. Dans les applications actuelles, les figures virtuelles que l'on trouve le plus souvent sont celles du professeur ou du coach qui vous entraîne à faire telle ou telle chose. Mais il faut que ces compagnons de travail virtuels puissent créer un lien émotionnel avec les utilisateurs et qu'ils suscitent chez eux une certaine forme d'empathie. Toujours plus réalistes, les êtres virtuels créés par les laboratoires sont capables d'adapter leurs expressions faciales, leur langage corporel et le ton de leur voix en fonction de leur interlocuteur. Ces figures virtuelles capables d'imiter les expressions humaines prennent des apparences diverses. Enseignants, thérapeutes, instructeurs militaires ou patients-tests pour les jeunes médecins. Je ne suis pas une vraie personne, si vous vous posez la question, mais j'ai été conçu à partir de la personnalité et des expériences de vrais soldats. Je ne suis qu'un logiciel, mais je m'améliore en permanence et j'espère que je pourrai vous être utile. Insuffler de l'empathie à un être virtuel, le chercheur Jonathan Gratch en a peut-être trouvé le moyen. Je m'intéresse à la façon dont les gens interagissent d'un point de vue émotionnel. Et j'essaie de déterminer comment un ordinateur pourrait générer de l'empathie, ou au moins une forme d'empathie, et ce que cela apporterait au cours d'un échange. Prenons par exemple le domaine médical. Si les ordinateurs étaient capables d'empathie, les patients se confieraient-ils davantage à eux? La question que je me pose, c'est de quoi une machine a-t-elle besoin pour simuler l'empathie? Doit-elle comprendre les propos de son interlocuteur, ou lui suffit-il de hocher la tête et de sourire au bon moment? Et en quoi est-ce que ça peut améliorer ou au contraire nuire à l'échange? Un projet intéresse particulièrement le scientifique. Confronter l'homme à la machine dans une situation de négociation. Ici, l'objectif est de partager un certain nombre d'objets entre l'homme et l'avatar le plus équitablement possible. Pour cela, l'avatar doit être capable d'interagir avec son interlocuteur. Il doit intervenir au bon moment, répondre de façon pertinente, marquer son accord ou son désaccord par des gestes appropriés. L'homme et la machine doivent se partager 3 objets. Des lampes, des raquettes de tennis et des chaises. Moi, je préférerais avoir les raquettes. Je sais que je pourrais facilement les revendre et en tirer un bon prix. Et toi, qu'est-ce que tu préférerais? J'aimerais bien les raquettes aussi. Mais ce sont surtout les lampes qui m'intéressent.
Tu pourras aussi en tirer un bon prix. Pour les raquettes, j'ai trouvé un acheteur qui m'a fait une offre intéressante. C'est vrai? Oui. Quand des personnes ont un échange, elles s'accordent l'une à l'autre, adoptent la même façon de parler. Or, pour qu'un ordinateur puisse le faire aussi, il faut lui apprendre. Pour cela, nous observons des individus, détectons leurs expressions faciales et le ton de leur voix. Nous collectons une foule de données pour pouvoir entraîner un algorithme à réagir en fonction d'une phrase ou d'un geste donné. À partir de là, nous créons un avatar capable de suivre cet algorithme. Il sait quand hocher la tête, quand sourire. C'est quelque chose qu'il a appris. Pour le moment, l'avatar est encore piloté par les scientifiques. This is a win-win situation. Pour réagir de façon appropriée, l'algorithme doit d'abord apprendre. Plus il découvre de combinaisons possibles, plus les réactions de l'avatar seront fines et diversifiées. Sounds good. So you want the albums? You should take the painting. I should take all the records. Uh-huh. So you don't want the painting. Ce qui est difficile, c'est que nous travaillons avec 7000 énoncés différents et que je dois répondre à l'utilisateur le plus naturellement possible. C'est tout un apprentissage. Il faut s'entraîner à trouver un énoncé extrêmement rapidement. Comme il y a de très nombreuses catégories, j'essaie d'optimiser l'interface afin de pouvoir répondre à l'utilisateur de façon quasi instantanée. Les scientifiques tentent également de mettre au point des robots capables d'empathie. Peut-être les croiserons-nous bientôt dans les cliniques, les écoles ou les maisons de retraite. Les progrès dans ce domaine sont impressionnants et même fascinants. Mais ces machines n'éprouvent pas une véritable empathie. Un être humain est capable d'empathie parce qu'il a déjà ressenti telle ou telle émotion. Il sait ce qu'est la tristesse, la peur, la colère. Une machine, non. Elle n'éprouve pas de tristesse et ne se préoccupe pas de son sort comme le fait un être humain. Elle ne fait que simuler de l'empathie. Si nous ne savons plus distinguer ça de l'empathie véritable, alors nous risquons de devenir nous-mêmes des machines. À Lisbonne, nous faisons la connaissance de Nao, un robot humanoïde destiné à devenir professeur. Des chercheurs allemands veulent le doter d'un programme lui permettant de simuler l'empathie. Cours de géographie. Les yeux du robot, matérialisés par des caméras, lui permettent d'observer ses élèves. Le jeune professeur apprend à identifier s'ils expriment de l'intérêt ou de l'ennui et à réagir en conséquence. Pour l'instant, nous sommes en phase de test. Nous essayons de voir si le robot est capable de montrer de l'empathie, comment il est perçu par les élèves et si un lien se crée entre eux. Nous savons que le robot n'a pas besoin d'être sophistiqué. Un enfant est capable de percevoir de l'empathie chez sa poupée alors que celle-ci n'exprime rien. Il nous félicitait lorsqu'on réussissait quelque chose. C'était encourageant. Et il fait des gestes rigolos. Ça lui donne un caractère plus personnel. Nao n'est pas censé remplacer de vrais professeurs. Dans une classe, il pourrait par exemple servir d'assistant et apporter une aide ciblée aux élèves en difficulté. Les premiers tests révèlent que les élèves acceptent mieux les remarques négatives du robot que celles d'un professeur en chair et en os. L'avènement de la communication virtuelle risque-t-il de déshumaniser les relations? Certains pointent déjà du doigt l'impact des nouvelles technologies sur nos comportements. La sociologue américaine Sherry Turkle aurait constaté une nette diminution de l'empathie chez ses étudiants.
À Berlin, la psychologue Isabelle Ziobeck tente actuellement de développer un outil destiné à aider les personnes atteintes d'autisme, dont on sait qu'elles éprouvent des difficultés à ressentir les émotions d'autrui. La thérapeute teste actuellement des lunettes à réalité augmentée capables d'analyser le ressenti d'une personne en fonction des expressions de son visage. Mais l'interface de l'appareil est encore trop compliquée à utiliser. En attendant, la psychologue et son équipe misent sur une toute autre stratégie pour développer l'empathie, la danse. Peu sensibles au mimétisme, les personnes autistes éprouvent des difficultés à imiter autrui. Or, de cette faculté dépend notre capacité non seulement à interagir avec les autres, mais aussi à éprouver de l'empathie. Lorsque les gens jouent de la musique ou dansent ensemble, ils se sentent plus proches les uns des autres. De même, lorsque nous parlons avec une personne, nous avons tendance à imiter ses gestes et ses mimiques. Cela nous rapproche d'elle et favorise l'empathie. Des théories récentes parlent de cognition incarnée pour expliquer ce mécanisme. Cela renvoie à l'idée que notre corps participe à nos processus mentaux. Nous simulons et imitons physiquement les émotions des autres, ce qui nous permet de mieux saisir et de mieux comprendre ces émotions. Les participants sont évalués sur leur capacité à interpréter l'expression d'un visage. Et Isabelle Ziobeck constate qu'ils obtiennent de meilleurs résultats après avoir dansé. Contrairement aux lunettes intelligentes qui ne font que traduire les émotions en données, la danse stimule le sens intuitif de la personne et sa propre capacité à reconnaître une émotion. À une époque où les innovations technologiques se multiplient, je pense qu'il serait bon de revenir à l'idée que le corps doit être un moteur de nos relations. L'empathie est quelque chose de très ancien chez l'homme. Et on le voit bien aujourd'hui. Les gens ont envie de danser, de bouger. Ils en retirent une énergie incroyable. Et je pense que les chercheurs devraient davantage explorer ces domaines. D'après une étude menée par la psychologue auprès de danseurs de tango, de salsa et de capoeira, plus nous synchronisons nos mouvements et plus notre faculté d'empathie augmente. À l'inverse, les simples exercices d'entraînement à la reconnaissance émotionnelle n'ont aucune incidence sur l'empathie. Les nouvelles technologies répondent aux besoins de notre temps. Pour lutter contre le stress au travail, les concepteurs proposent aujourd'hui un grand nombre d'applications permettant de se relaxer et qu'on peut activer avec un patch ou un tatouage digital. Cette application, par exemple, enregistre la voix de l'utilisateur pendant quelques secondes. Après avoir analysé son état émotionnel, elle lui propose des astuces, des exercices et des vidéos pour se détendre et méditer. Choisissez un endroit calme et une posture confortable. La méditation stimule les zones du cerveau qui favorisent l'empathie. Une pratique qui connaît aujourd'hui un véritable engouement. Prêtez attention à votre souffle pendant 3 respirations. Antidote au repli sur soi provoqué par le tout numérique, la méditation apaise et renforce notre mental. Comme la véritable empathie ne se laisse pas facilement traduire en algorithme, les scientifiques portent aujourd'hui un nouveau regard sur cette faculté que l'on pensait déjà bien connaître. Si les ordinateurs analysent de mieux en mieux notre ressenti, il leur manquera toujours une chose, l'expérience sensible. L'homme est le seul capable de ressentir intuitivement les sentiments et les pensées d'autrui. À La Haye,
La neuropsychologue Suzanne Dicker a conçu un dispositif permettant de visualiser ce processus. Installées dans une mystérieuse capsule, les personnes qui se prêtent à l'expérience voient leur degré d'empathie se traduire en images. La capsule commence à s'illuminer lorsque les deux personnes réussissent à s'accorder par neurofeedback et à ressentir l'émotion de l'autre. Lorsque nous nous regardons et nous identifions à l'autre, les activités électriques de nos cerveaux se synchronisent. Nous nous mettons sur la même longueur d'onde. Plus les deux activités se synchronisent, et plus la capsule s'illumine, faisant apparaître les visages des participants sur la face externe de l'installation. Ce que nous ne devons pas oublier, c'est que les sentiments et les émotions servent la relation. Les sentiments que nous éprouvons naissent le plus souvent de notre échange avec l'autre. Nous rions ensemble, nous pleurons ensemble. Les sentiments sont des moyens de communication. La véritable question est donc, préférons-nous communiquer avec des machines ou avec de vraies personnes ? Nous sommes des êtres de communication. Nous aimons échanger des informations, des émotions. Tant et si bien que nous avons inventé des moyens de communiquer en ligne avec le monde entier. Selfies et smileys sont devenus les vecteurs de nos émotions dans le cyberespace. Les nouvelles technologies ont redéfini nos modes de communication. D'après les chercheurs, elles ont le potentiel pour nous ouvrir davantage sur le monde et sur les autres. Un pas supplémentaire vers une société davantage tournée vers autrui ?